est-ce que je pense que c'est bien? Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous. Aujourd'hui, je vous demandez juste un petit peu de silence, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous êtes céréaliculteur, ou arboriculteur, ou viticulteur, ou tout. Mais dans tous les cas, je sais qu'Agritel ce matin vous a annoncé des bonnes nouvelles. Les cours, par exemple, en céréales sont levés et vont continuer. Moi, je vais avoir une tâche un peu plus difficile que vous parlez des aides. Et effectivement, les aides dans la réforme de la PAC, vous allez voir que c'est plutôt orienté vers le bas que vers le haut. Mais on va, et ce qui est important aujourd'hui, dans le cadre de cet événement organisé par la Commission, c'est de vous donner des clés pour décrypter ce qui va se passer. Et en matière de réforme de la PAC, justement, il va y avoir une actualité forte. Pendant l'été, il y a eu les Jeux Olympiques, et cet automne, il va y avoir la réforme de la PAC. On n'en parle pas beaucoup jusqu'à présent, pour la bonne raison, c'est qu'en France, on était en élection présidentielle. Au niveau européen, on était ridicule parce qu'on nous a attendu la France pour prendre des positions sur certains dossiers. Vous savez que dans les négociations, il y a toujours des groupes de lobbying qui se mettent en place. Et là, à l'automne, on va beaucoup parler maintenant de réforme de la PAC. Mais je vais essayer de vous expliquer tout cela. Juste en 2 phrases, je me présente. Je ne suis pas fonctionnaire de la Commission européenne, donc je vais vous livrer quelque chose d'objectif sur l'état des négociations. Je suis journaliste pour une émission de télé qui s'appelle Power Boost, une émission sur le machinisme, toutes les semaines. Alors, jamais on a été dans un contexte de réforme de la PAC comme en 2013, aussi incertain. Jamais, jamais, jamais. Et c'est vraiment un contexte inédit. Et on va vous expliquer pourquoi. Messieurs les agriculteurs, bravo, vous produisez au niveau européen 300 millions de tonnes de céréales, 56 millions de tonnes de lait, 22 millions de viande de porc, et effectivement, ce n'est que quelques exemples, vous êtes très performants à l'échelle européenne, ça veut dire que vous avez une culture de qualité et en quantité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on transforme ça en euros, ça représente 345-350 milliards d'euros. Donc c'est une vraie source d'économie au niveau européen. Et nous sommes aujourd'hui en période de crise, et je vais vous parler beaucoup de crise de l'euro, etc., tout au long de cet exposé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture est générateur d'un produit agricole important. Et non seulement ça se chiffre en euros de production, mais si on regarde l'exportation, en 2011, vous avez exporté, les agriculteurs européens, l'équivalent de 1000 Airbus. Donc, en matière de balance commerciale, c'est quelque chose qui est aussi très significatif. Si on regarde la gestion des territoires, vous occupez l'agriculture et la forêt, 70% des terres aujourd'hui en Europe, un Européen sur 5 vit en zone rurale, et l'agriculture emploie à ce jour 13% des salariés, des emplois au niveau européen. Donc, en matière d'emploi, quand on sait les taux de chômage qu'il y a en Espagne, par exemple, dans de nombreux pays, on voit que l'agriculture, c'est un ressort important pour une croissance économique. La PAC, ça a débuté en 1957, c'est par le traité de Rome, et aussi ça a été suivi par la conférence de Stresa. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au lendemain de la guerre, les Européens se sont dit on va arrêter de faire la guerre, on va peut-être faire de l'alimentaire, parce qu'il y a des vrais besoins en matière d'autosuffisance alimentaire. Et 6 pays fondateurs, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la France se sont mis ensemble pour créer une volonté européenne de politique agricole commune. Il faut savoir que la politique agricole commune, c'est la politique commune au niveau de l'Europe. L'essentiel, il y en a 2, et la principale, c'est la PAC, l'autre, c'est plutôt au niveau des régions. Quand on regarde les dates claires de la PAC, 1962, c'est la première mise en route de la réforme, la mise en œuvre concrète. 1992, vous en rappelez, c'est la réforme McCharry. Alors ça, c'est une réforme un peu compliquée, avec des baisses de prix d'argent. Ça a été des tensions fortes, avec la notion d'aide directe couplée qui est arrivée avec le gel des terres, une mesure qui a été très mal comprise. 1999, c'est l'arrivée du second pilier, je vous expliquerai tout cela par la suite. 2003, le découplage, la modulation, la conditionnalité, des nouvelles notions. 2008, le bilan de santé. Et 2013, la nouvelle réforme. Donc on voit en gros tous les 7-8 ans, il y a une réforme de la PAC. Même, on a l'impression que ça s'accélère. Pourquoi il y a des réformes de la PAC? C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, Agritel nous a parlé des courses et marchés, bon, les courses et marchés, ça résulte d'une offre d'un côté, d'une demande, et puis un prix qui est la synthèse entre les deux. La politique agricole commune, c'est une part de votre revenu, tente à diminuer, c'est une part de votre revenu qui dépend de quoi? Qui dépend de politiques qui ont une perception des attentes de la société, par exemple via le prisme des médias.
Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est subjectif sur l'appréciation de ce qu'attend aujourd'hui, non pas les agriculteurs, les patrons, ce n'est pas les agriculteurs, les politiques européens, c'est la société, et ça va donner en fait le principe de dire, au travers des impôts, j'ai un budget, ce budget je le mets sur la table, j'en fais deux enveloppes, une que je vais appeler le premier pilier, l'autre que je vais appeler le second pilier, je redistribue ces aides au niveau des États membres et aux agriculteurs, et je décide d'une orientation donnée à l'agriculture. Voilà, c'est ça qu'en fait le mécanisme. Et les objectifs et ces orientations ont évolué au fil des différentes réformes. 1960, l'objectif c'était augmenter la productivité, et la réforme de la PAC a très bien fonctionné, puisque malgré les quotas, etc., en 1980, on devait gérer la surproduction. Vous vous rappelez ces histoires de greniers de Bruxelles qui étaient pleins. 1992, on commence à avoir des problèmes de budget, donc l'idée c'est quand même de stabiliser le budget. 2003, on parle d'environnement. 2008, on abandonne, on va de plus en plus vers le découplage. 2013, deux grands axes, la maîtrise du budget, là on n'a plus du tout d'argent, et puis aussi le verdissement, parce que la PAC a toujours une guerre de retard. Parce que entre le moment où la PAC est réfléchie, où on se met d'accord à 27, où on couche par écrit les différentes réflexions, c'est vrai que ça prend quelques années, et le pas de temps des évolutions aujourd'hui est très court. Imaginez, il y a 2 ans, personne ne pouvait penser que la Grèce pouvait sortir de la zone euro, personne ne pouvait imaginer que l'euro pouvait éclater, personne ne pouvait imaginer qu'on allait être cette semaine dans des discussions qui vont être est-ce qu'on autorise ou pas, ou on pousse la Grèce à sortir de l'euro. Donc on voit qu'on est dans un pas de temps qui a tendance à se raccourcir avec des incertitudes qui sont de plus en plus importantes. Alors, qui sont les principaux bénéficiaires de la PAC? Et derrière, effectivement, l'approche de la PAC va être différente selon les pays en fonction. La France, l'Espagne et l'Allemagne sont les 3 premiers bénéficiaires, suivis de l'Italie, le Royaume-Uni et la Pologne. Vous avez le diagramme. Mais ceux qui paient sont-ils pour autant les bénéficiaires? Parce que ça permet de colorer un peu la perception aussi de la PAC selon les pays. Alors, si notre pointeur marche, voilà, vous regardez cet encadré et vous voyez que de ce côté, vous avez les contributeurs et de ce côté, vous avez les bénéficiaires. On regarde par exemple la France, nous sommes le second contributeur avec 17% donc apporté au budget européen et nous en touchons en gros 17%. Si on regarde l'Allemagne, 19%, 12% qui revient vers l'Allemagne. Si on regarde l'Espagne, financement de 9% et en retour 13%. Le Royaume-Uni finance 10% et en récupère 7%. Le Royaume-Uni a toujours eu la perception que la PAC c'était une charge pour qu'ils en recevaient bien moins qu'ils en donnaient. Donc la vision au Royaume-Uni de la politique agricole commune n'est pas la même que la vision en Allemagne ou en France. Vous voyez sur le graphique juste ci-dessous que effectivement le budget de la PAC est en train de diminuer. 40% en 2009, donc du budget européen, la PAC représente 40% du budget européen, 70% en 1984 et en 1970, 87%. Donc on voit que la part de la politique agricole commune dans le budget global européen diminue. Alors, est-ce que c'est cher ou pas le budget de la PAC pour les Européens? 56 milliards, ça peut sembler beaucoup, mais est-ce que c'est cher pour assurer une souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est cher pour assurer une autosuffisance alimentaire? C'est ça la question qu'il faut se poser. 56 milliards, on a du mal à voir ce que ça représente. Ça veut dire qu'un citoyen paye 2 € par semaine pour cette souveraineté alimentaire. Ce chiffre est significatif. Souveraineté alimentaire, réduction du budget consacré à l'alimentaire, gestion des territoires, il y a différentes missions. Et quand on intègre tout ça, effectivement, on peut se dire que les 0,5% du PIB européen ou les 2 € par semaine consacrés à la politique agricole commune, c'est peut-être un objectif, c'est peut-être une contribution qui n'est pas si importante que ça. Ce graphique peut sembler compliqué, mais en fait, il est très simple, c'est les couleurs qu'il faut voir. Là, on a les différentes parties des aides et l'évolution dans le temps. Si on regarde 2013, là, c'est l'objectif de pointeur, on voit quoi? On voit qu'effectivement, les aides à l'exportation diminuent. On voit qu'on va de plus en plus, après 2013, à partir de ce niveau, vers des aides qui sont totalement découplées, et que la part du second pilier, là on est premier pilier, là on est second pilier, la part du second pilier représente en gros un quart des aides. Et effectivement, on le voit dans ce graphique, le premier pilier reste majoritaire. Le premier pilier, je vous rappelle, on collecte 350 milliards d'euros sur une
période de 6-7 ans. À partir de ce moment-là, on répartit l'argent en 2 enveloppes. Une première enveloppe, on va appeler le premier pilier, qui sont des aides directes liées à la production. De l'autre côté, il y a une seconde enveloppe qui représente le quart du budget sur cette période, qui sont des aides liées au développement des territoires, au développement rural, pouvant être éventuellement cofinancées par les régions ou les États. Cette part entre 3 quarts, 1 quart évolue, varie selon les pays. Si on regarde, par exemple, alors vous avez en bas les différents pays, si on regarde en bas le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la France, on a l'essentiel des aides qui sont liées en orange au premier pilier, et une part du second pilier qui est assez limitée. Si on regarde Malte, la Roumanie, l'Estonie par exemple, on a une proportion des aides liées au second pilier au développement rural qui est beaucoup plus importante. Alors je vous l'ai dit, maintenant on va rentrer dans cette réforme, le contexte est vraiment inédit. On n'a jamais été dans une situation où, à 1 an de la mise en application de la réforme, on n'est même pas sûr qu'il y aura réforme, très concrètement. Jusqu'à présent, dans les autres réformes de la PAC, on discutait du niveau de la réforme, des différentes orientations. Là, aujourd'hui, on n'est pas encore sûr qu'il y aura réforme. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a la crise de l'euro qui s'est invitée, le problème des dettes colossales des différents États, la volatilité des cours, avec notamment l'image aussi de dire, bon voilà, pour les agriculteurs, et là on parle de certaines productions, ça peut aller bien, ça peut aller mal, mais la perception est de dire qu'aujourd'hui, les productions vont bien, et on est dans un contexte très particulier, des intrants qui ont fortement progressé. Alors effectivement, les cours, je vous l'ai dit, ça s'est amélioré pour certaines productions de façon significative, mais quand vous regardez les fertilisants, ils ont augmenté de 163%, et l'énergie de 223%. Donc, si jamais on a un retournement de contexte, et on sait très bien que même si on a vu qu'on est plutôt dans une période positive, qu'on a des choses qui rester durant un certain temps, les arbres ne montent pas au ciel. Il y a toujours des moments où il y a des retournements. Et ça, c'est le moment où ça va bien, vous commencez à penser quand ça va aller mal. Et on peut avoir un phénomène de ciseaux, parce que vous avez rarement les prix diminuent. Vous savez très bien. Donc effectivement, on peut avoir des phénomènes de ciseaux qui vont être compliqués à gérer par la suite. Autre contexte qui vient s'inviter, on va dire, dans le débat de la réforme de la PAC, c'est l'incidence du pacte budgétaire européen. Ce matin, on en parlait notamment à la télé. Il faut savoir que le pacte budgétaire européen, c'est quoi? C'est au mois de mars dernier, 25 des 27 États européens, sous l'impulsion de l'Allemagne, ont dû un peu contraint forcé, se mettre autour de la table et dire on vote une discipline budgétaire à l'échelle européenne. Les Allemands ont dit ok, on veut bien payer, mais par contre on ne peut pas payer comme ça à faire, on voudrait que vous engagiez sur un certain nombre de limitations. Les chefs d'État sont pragmatiques. Rarement on a une mesure qui va être adoptée avec seulement 12 des 27 États qui vont le ratifier. Vous imaginez qu'en fait, ils ne sont même pas capables de dire qu'on est 24 sur 27, 25 sur 27 États qui vont signer une mesure. Ça va être une mesure qui va être adoptée à minima. Mais si on veut qu'elle soit adoptée, effectivement, il fallait prévoir un niveau plus faible. Vous avez bien vu dans la campagne des présidentielles en France que François Hollande, par exemple, a fait toute sa campagne sur, et c'est pas la politique, c'est la réalité, sur l'idée de dire demain, c'est mieux la croissance, la relance par la croissance, c'est toujours plus vendeur que de dire attention, il faut serrer la ceinture. Et tout l'enjeu là actuellement, ça va être l'atterrissage avec la réalité du terrain. Ce pacte européen, si on reprend le cas de la campagne électorale, c'était l'idée d'être contre. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre le 28 juin dernier, il y a eu une rencontre entre Angela Merkel et François Hollande qui a décidé d'adopter le pacte européen, même s'il avait dit attention, on ne peut pas le signer. Donc on voit que c'est un grain de sable dans les engrenages qui peut à tout moment bloquer cette ratification, qui peut à tout moment bloquer la machine européenne. Parce que les États vont dire non, on ne peut pas le signer parce que les mouvements politiques vont ne pas être d'accord, vont capitaliser sur l'opposition à ce pacte européen budgétaire. Aujourd'hui, à peine 5-6 pays l'ont ratifié, et les pays qui l'ont ratifié, c'est l'Estonie, en fait. C'est pas l'Allemagne, l'Allemagne est en cours, mais ce n'est pas les grands pays européens qui l'ont ratifié. Une réforme de la PAC, c'est quoi? C'est la commission. La commission, c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils doivent faire un document, une centaine de pages, qui résume une position, une orientation. Tout l'art de la commission, c'est de faire un document
qui est plus noir que la réalité de ce qui va être adopté, parce qu'il faut qu'il y ait une négociation, comme ça tout le monde aura l'impression d'avoir gagné un peu, mais en général c'est toujours un peu plus noir que la réalité qui sera adoptée. Et s'il essaie de faire quelque chose qui soit consensuel par rapport aux 25 États membres, c'est-à-dire de bien jouer un peu sur les différentes tendances pour pouvoir dire oui mais ça, il faut l'adopter parce que tel autre pays souhaite, vous comprenez, que cela soit adopté. 3 axes clés ont été développés. La compétitivité accrue, parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'on est quand même dans une crise économique. Deuxième point, la durabilité améliorée. Et troisième point, l'efficacité. L'efficacité, je vais vous donner 2 chiffres. Il faut savoir, par exemple, que pour 100 € d'aide distribuée, il y a 6 € qui servent uniquement au fonctionnement de l'institution européenne. Il y en a à peu près autant qui servent au ministère local du pays pour la mise en œuvre, la redescente, c'est-à-dire que donc, ça veut dire qu'il y a des progrès qui sont importants en matière d'efficacité administrative, puisqu'on est quand même à 10-12 € de frais de fonctionnement. Ça, c'est le troisième volet. Et ces frais de fonctionnement, on pense bien sûr toujours au contrôle, vous savez, au contrôle PAC, etc. Aujourd'hui, on sait que le contrôle PAC, ça rapporte rien. La fraude au niveau européen, c'est 50 millions d'euros. C'est rien. Le budget, c'est 50 milliards d'euros. Le coût, par contre, du contrôle est important. Et quand il y a eu des affaires de fraude, ce n'est pas tellement les agriculteurs qui fraudent, c'est des entreprises qui vivent des aides de PAC qui, vous vous en rappelez peut-être, en 2009, il y avait une entreprise qui transportait du sucre qui, pour faire 1000 km, en faisait 8000 parce qu'ils changeaient X fois de pays sur cette même distance. Ils se sont aperçus parce qu'à chaque fois, ils bénéficiaient d'aide à l'exportation, des mécanismes qui leur permettaient comme ça de récupérer de l'argent. L'essentiel des aides est lié aux entreprises, et vous allez le voir, les entreprises qui ne seront plus dans le projet de réforme de la PAC bénéficiaires de ces aides. Alors, si on résume un peu l'étape de la loi, les 7 défis de la nouvelle PAC, c'est soutenir la production alimentaire, préserver la ressource naturelle, gérer la volatilité des prix des revenus, en pratique pas du tout, mais bon, c'est inscrit dans l'objectif, l'ancrage territorial de l'agriculture, valoriser la diversité des agricultures, installer des jeunes agriculteurs, simplifier la PAC en matière d'aide administrative. Mais concrètement, ça signifie quoi? Par exemple, ça signifie que dans les aides directes du premier pilier, supposons qu'avant il y avait 100 millions, 100%. Aujourd'hui, on va prendre 30% de ces 100% qu'on va déclencher uniquement si l'exploitation agricole va faire des mesures en faveur de l'environnement. Il va y avoir une forme d'éco-conditionnalité sur 30% de l'enveloppe d'aide directe qui était jusqu'à présent allouée. Voilà. Donc c'est là où on voit qu'il y a un verdissement de la PAC au niveau des aides directes. Ensuite, ça va être des aides plafonnées et ciblées pour les agriculteurs dits actifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises touchaient des aides de la PAC. Par exemple, le groupe Soup, qui est en liquidation, touche 60 millions d'euros d'aide aujourd'hui à l'exportation. On peut imaginer que d'autres entreprises sont aussi perfusées comme ça, avec des aides, on touche des aides d'une façon ou d'une autre. Quand on regarde au niveau des faits un peu médiatiques, la reine d'Angleterre touche plusieurs centaines de millions d'euros, milliers d'euros d'aide de PAC, le prince Rémy de Monaco a des exploitations, enfin on sait qu'il y a des acteurs qui ne sont pas des agriculteurs qui touchent des aides. Dans la nouvelle réforme de la PAC, il est décidé que chaque État va devoir décider qui est un agriculteur ou qui n'est pas un agriculteur. C'est la notion d'agriculteur. Les aides vont être plafonnées. En clair, rien n'est décidé, c'est une base de négociation. Je veux dire là, ça va être exactement modulé selon la négociation cet automne. Mais en clair, ça veut dire qu'au-delà de 150 000 euros d'aide PAC, il y aura peut-être 10 ou 20% donc, qui seront défalqués, et au-delà de 300 000 euros, il n'y aura plus d'aide. Donc il y a un maximum, un plafond, qui est à 300 000 euros. Ensuite, il y aura des mesures pour inciter au développement des circuits courts. Il y aura des mesures pour transférer, un peu comme l'État français qui essaie de transférer son boulot aux régions, ou qui essaie de transférer aux acteurs économiques. La Commission européenne souhaite que, de plus en plus, les organisations de producteurs prennent en charge un certain nombre de choses en direct. Et puis, il y aura un budget recherche qui sera doublé, qui passe à 4,5 milliards pour répondre aux nouveaux défis. On le sait, donc il y a par exemple les biocarburants, mais si on prend en recherche, un des principaux enjeux aujourd'hui de l'agriculture, c'est la photosynthèse artificielle, au niveau de la recherche.
Vous savez, par exemple, Mercedes, il y a un an, ils ont fait le tour du monde à des classes B avec des piles à combustible. Ces piles à combustible, c'est parfait, hein. D'un côté, vous mettez de l'hydrogène, et dans le pot d'échappement, vous récupérez de l'eau. Donc c'est un carburant, on ne peut plus écologique, parfait. Le seul problème, c'est que pour faire de l'hydrogène, aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement que d'aller dégrader du gaz issu du pétrole. Or, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir de l'hydrogène vert, on va dire de l'hydrogène propre, et c'est ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Et vous avez, vous, dans vos champs, des capteurs qui sont capables de transformer la lumière en sucre, du maïs, de la betterave, etc. Sauf que dans le cycle de la photosynthèse, avant d'arriver au sucre complexe, il y a une étape où on synthétise de l'hydrogène. Et ce qu'on voudrait, c'est arriver à calquer la photosynthèse naturelle par une photosynthèse artificielle capable de produire de l'hydrogène et non pas justement des sucres élaborés complexes. Voilà, tout ça c'est un domaine de recherche, mais c'est un domaine de recherche essentiel sur lequel les laboratoires commencent à se positionner de façon importante. Le budget à recherche sera doublé. La vraie question, c'est de savoir qui va en bénéficier. Est-ce que ça va être des grosses structures étatiques ou est-ce qu'on va essayer de faire redescendre cet argent supplémentaire à des petites entreprises de façon locale qui, elles aussi, vont pouvoir innover pour survivre déjà et pour développer aussi des produits du futur. En marge du régime général, on va dire, de la politique commune, il y a un régime petite exploitation. Quand on a une petite exploitation en Pologne ou en Lituanie, est-ce qu'on a besoin de consacrer un volume administratif qui est important? La Commission européenne dit, bon, chaque État, vous allez décider qu'est-ce que vous appelez une petite exploitation, qu'est-ce que vous appelez une exploitation traditionnelle. Vous allez fixer un seuil, une définition. Et à partir de ce moment-là, vous donnerez une enveloppe forfaitaire de 500, 2000 euros, qui sera versée en une seule fois, de façon simple, et sans forcément des demandes compliquées, sans forcément des contrôles contraignants. Pour rappeler le premier pilier, le second pilier. Le premier pilier, là où il y avait les DPU par exemple, tout ça, ça va évoluer. Et on va, adieu les DPU, on va voir les DPP. Donc c'est ce qu'on appelle les paiements de base. Ces paiements de base, c'est plus 100% de ce qu'il y avait avant, c'est 70%, rappelez-vous. Et ces paiements de base, la nouveauté, c'est que la Commission européenne dit qu'on veut arriver à quelque chose de simple, quelque chose d'uniforme, quelque chose qui ne tient plus en compte les productions, les différences, etc. Chaque État membre, vous allez décider à la mi-année 2013 si vous optez pour un paiement de base qui soit uniforme au niveau de région ou uniforme au niveau national. Ça, c'est le paiement de base. Et puis, vous allez définir aussi la notion d'agriculteur actif, dont je vous ai parlé. Et les 30% supplémentaires, tout le monde ne les aura pas. Les auront ceux qui pourront maintenir, par exemple, des prairies permanentes. Les auront ceux qui pourront justifier d'avoir 3 ou 4 cultures sur une superficie à définir au niveau de l'exploitation qui soit significative, montrant qu'il y a une volonté de diversification. Il y a un troisième volet aussi, qui est l'entretien, par exemple, il y aura un certain nombre donc, de facteurs d'éco-conditionnalité qui seront déterminants pour savoir si vous allez toucher 100% ou 70%. Donc là, on a vu à peu près la répartition. Maintenant, on va voir le niveau. Globalement, je vous le dis, en dehors de tout ça, ça va baisser. Bien dans la tête que ça va plutôt vers le bas, plutôt que vers le haut. Si on regarde ce graphique, il peut vous sembler compliqué, mais ce qu'il faut voir, c'est cette ligne, en fait, rouge. Cette ligne rouge, c'est la moyenne des aides qui sont versées au niveau des 27 pays de l'Union européenne. En gros, entre 200 et 300 euros par an. La Commission dit, dans la période 2014-2020, il y a moins d'argent. Donc, dans tous les cas, ça sera plus nombreux autour de la table, donc ça sera 90%, c'est la ligne marque. Donc déjà, on part pas sur 100%, on part sur 10% de moins. À partir de ce moment-là, vous avez une courbe avec des étoiles et vous avez des histogrammes bleus. La courbe avec les étoiles stipule chaque pays le montant d'aide aujourd'hui dans le pays donné. Donc, vous allez avoir, par exemple, en Estonie, un facteur 6 par rapport au niveau d'aide à Malte, entre 600 et 700, alors que de l'autre côté, on est plutôt en dessous de 100. Donc, il y a une variabilité. Les agricultures ne sont pas comparables. Je rentre pas dans le débat de dire c'est comparable, c'est pas comparable, c'est pas ça. Là, aujourd'hui, c'est la façon dont raisonne la Commission en disant, voilà, selon les pays, il y a une hétérogénéité,
Comme on a moins d'argent, on n'a même pas autant d'argent, on a moins d'argent, il va falloir que certains diminuent et que d'autres augmentent. Et l'objectif de la Commission a été de dire, dans la période 2014-2020, on va combler un tiers l'écart entre la réalité d'aujourd'hui et les 90% ciblés à la fin de la période. Donc vous allez voir effectivement, par exemple pour l'Estonie, ils touchent actuellement là où se trouve la croix, et ils vont toucher un peu plus sur la période de 2020. En revanche, si on regarde Malte, ils touchent ça et ils vont toucher un peu moins. Et quand on regarde le niveau de la moyenne des États, par exemple la France, qui est près de la moyenne, l'écart, ça va se jouer à 1, à 2, à 3%. Mais multiplié par le nombre d'hectares. Le nombre d'hectares en France n'a rien à voir avec le nombre d'hectares à Malte ou en Estonie. Ça, il faut bien intégrer. En termes de budget, ça change beaucoup les choses. Aucun pays, ou presque, n'est d'accord sur la politique agricole commune aujourd'hui, parce que chacun espère pouvoir l'adapter à sa façon. Donc, la Commission européenne a prévu des marges de manœuvre, et ça les arrange, en disant voilà, les grandes lignes, c'est ça. Chaque État membre, débrouillez-vous, vous avez entre 5 et 10% de modularité, subsidiarité à chaque fois pour adapter un peu les différentes options. Au niveau européen, pour la première fois, la politique agricole commune elle va être discutée par le Parlement européen dans le processus de co-décision. Jusqu'à présent, une négociation à la PAC, ça se passait dans les couloirs, avec des négociateurs. Un pays qui disait bon, ok, j'accepte ça, mais toi en échange, tu me donnes ça. En revanche, l'agriculture on maintient, ou on maintient tel aspect, ou on maintient tel autre, il y avait des coalitions, etc. C'était relativement simple, entre guillemets. Aujourd'hui, le Parlement, les centaines de députés du Parlement européen vont débattre du projet de la réforme de la PAC. Je vous l'ai dit, on n'est même pas sûr qu'il y ait réforme de la PAC. Oui, mais il y a en tout cas un projet établi par la Commission, et déjà il a été tenu compte 800 amendements. C'est-à-dire 800 points qui ont été déposés en disant je ne suis pas d'accord avec tel aspect, ou je propose telle modification. Et là-dessus, les amis vont s'exprimer. Vous allez avoir Tom Benny qui va dire non, je ne suis pas d'accord là-dessus, vous allez avoir José Bové qui va dire je ne suis pas d'accord là-dessus, vous allez avoir telle autre personne qui va dire je ne suis pas d'accord là-dessus. Donc il va y avoir débat. Et cette période de débat, là, ça va être cette méthode, et au cours de la prochaine année. Il y a des gens qui sont pour la réduction du budget européen. Je vous l'ai bien dit. Pourquoi il risque de ne pas y avoir de réforme de la PAC? C'est parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas de budget européen pour la période 2014-2020. À quoi ça sert de parler du budget de la PAC si déjà la grosse enveloppe dessus n'a pas été déterminée? Va-t-on demander à l'Espagne, à la Grèce, à l'Italie, sur lesquels on fait des pressions fortes, avec des conséquences sociales qui sont fortes, d'augmenter leur participation aux budget de l'Union européenne? Comment ça va être vécu sur la place des indignés, la Porta del Sol à Madrid? Comment ça va être ressenti? Est-ce que les États vont se mettre d'accord, compte tenu du pacte budgétaire européen et de la ratification qui est moindre que certaines, d'un budget global alloué à l'Europe? Point d'interrogation. Est-ce qu'il sera 10%, 20% inférieur au dernier budget? Point d'interrogation. Une fois que le budget européen sera décidé, est-ce qu'il va aller plutôt à 100% sur l'agriculture par rapport à l'enveloppe telle qu'elle était prévue, ou est-ce qu'elle va chuter l'agriculture de façon plus forte? Parce que quelqu'un dira, attention, vous savez, on est partout, les cours des céréales, c'est à un niveau jamais atteint, etc. Voilà, tous ces paramètres sont des paramètres, des curseurs qui vont bouger, et il va y avoir des négociations, et le but de cette discussion-là, c'est de vous donner les clés pour décrypter tout ce qui va se jouer dans les mois à venir. Donc vous avez les écologistes et les constructivistes, vous avez les pour ou les contre la réduction du budget européen, et puis vous avez des groupes d'influence, par exemple le groupe de Visegrad regroupe la Pologne et un certain nombre de pays dits d'Europe de l'Est. Le groupe de Weimar, c'est plutôt la France et l'Allemagne. Sauf que la France et l'Allemagne, en 2013, c'est pas la France et l'Allemagne il y a 3 à 4 ans. Avant, il y avait un groupe qui tenait à peu près. Aujourd'hui, il y a quand même des tensions. Vous savez que sur le plan des écoles, on dit l'Allemagne en Indien, mais effectivement, on dit en parallèle, ils sont venus tailler les frontières, la renverse, ils sont plus performants, etc. Comment, en fait, va fonctionner cette publicité qui est nécessaire dans les négociations? Pour finir, le calendrier, oui. Fin 2012, les théories, on peut supposer et espérer que les États se soient mis d'accord sur une enveloppe globale de l'Union européenne. 2012-2013, on peut supposer que le Parlement européen se sera mis d'accord sur les 800 amendements, sur les différentes orientations, etc. Et que, en théorie, comme le souhaite la Commission, le 1er janvier 2014, entre en œuvre la nouvelle réforme.
transport de la planète. Si vous voulez en savoir plus, vous verrez à la fin de la présentation quelques adresses plus loin sur la connaissance. Donc, je vous remercie de votre attention et surtout de répondre à vos questions.